Alors, bien sûr, je vais prendre la parole. On m'a demandé au nom des mamies. Je me suis dit, c'est quoi ça, des mamies? C'est nous autres. Alors, bonjour, je suis membre du collectif des Laurentides en santé mentale. Une association citoyenne et communautaire par et pour des femmes, des hommes ayant eu des problématiques de santé mentale. Depuis plus de 10 ans, nous travaillons à bâtir dans notre région notre parole collective, à défendre nos intérêts et nos besoins dans tous les lieux où se prennent des décisions nous concernant dans le but de changer les choses. Mais aujourd'hui, je parlerai en mon nom. Certains membres m'accompagnent, je les salue. Par ailleurs, je suis la mamie de 8 petits-enfants qui sont bien grands aujourd'hui, entre 26 et 18 ans. En novembre prochain, je serai arrière-grand-mère et déjà par alliance, je suis l'arrière-grand-mère choisie de Dalia qui a maintenant 4 ans. Cette famille, ma famille, est la plus riche aventure de ma vie. J'y ai puisé la force, la connaissance et l'amour de la vie et quand la vie m'a fait mal, l'espérance inépuisable des jours meilleurs. Merci à ma fille Pascale, à mes fils Marc-Antoine et Félix et à leur famille. Je suis aussi la fille de Jeanne Vinet de Saint-Louis-de-Gonzague qui racontait avoir perdu connaissance lors de ses formations d'infirmière en psychiatrie, lors de l'administration d'électrochocs qui dans les années 30 se faisait à froid et que tout avait des allures de torture et de punition. Elle m'a dit on ne nous informait de rien et je me suis retrouvée devant une scène atroce. J'ai vu des dents qui cassaient, des yeux terrifiés, des cris étouffés par un bâillon et le corps d'un homme grand et gros qui se soulevait à chaque choc. Cet homme si gentil dont je m'occupais depuis plusieurs jours. Imaginez-vous comment elle a réagi quand, 15 ans plus tard, internée contre son gré, on lui a imposé l'administration de plusieurs de ses traitements. Nous, ses enfants, avons été placés dans des pensionnats. J'avais 4 ans et demi. Mon père, médecin, avait à cette époque totale autorité. Il avait alors tous les pouvoirs d'enfermement sur sa femme. Aujourd'hui, je m'adresse à vous comme fille, comme femme, comme mamie, comme aînée et surtout une féministe de l'an 2018. En ces jours historiques, où les femmes du monde entier, sorties de leur silence, dénoncent les abus de pouvoir et les violences sexuelles et sexistes dont elles sont victimes. Elles sont enfin entendues et crues. Voilà ce qui fait histoire. Et maintenant, c'est assez. La honte doit changer de camp. Depuis 8 ans, je viens réclamer avec vous l'abolition des électrochocs dont les statistiques sont troublantes et inquiétantes, car ce traitement est massivement administré à des femmes de l'enfance, semble-t-il, à la fin de la vie. Les femmes âgées sont les cobayes de cette technique. Donc, clairement, ce sont les femmes et les femmes âgées qui reçoivent le plus d'électrochocs. Pourtant, il a été dit tantôt que, enfin, c'est même un psychiatre qui a vu dans ses statistiques que les électrochocs faisaient beaucoup de tort aux femmes, et encore plus si elles étaient âgées. Je vous dis, c'est intolérable et c'est suspect. Pourquoi tant de femmes aînées? Et là, je me suis dit, qu'est-ce que c'est une femme de 50 ans et plus? Tu sais, dans les statistiques, elle est née entre 45 et 55 ans. C'est quoi une femme de 80 ans et plus? Ben, née en 1925 et 1945. Ben, c'est l'époque de ma vie. Celle dans laquelle je me suis construite, j'ai eu 20 ans en 1960. Je nous invite donc aujourd'hui à avoir une pensée particulière pour les mamies. Elles ont été des agentes souvent bousculées et bousculantes d'une période de grands changements sociaux au Québec. La révolution dite tranquille, mais aussi les débuts de la grande marche de libération féministe des femmes partout dans le monde. Tellement d'idées, tellement d'habitudes, tellement de manières de voir ont été chamboulées. Alors, je vous raconte une petite histoire, mais je vais passer vite parce que j'ai trop écrit d'affaires. Alors, mais je vais vous rappeler d'où on part. Jean-Jacques Rousseau, en 1762, a écrit Émile et l'éducation. Il dit « Toute éducation des femmes doit être relative aux hommes, leur plaire, leur être utile, se faire aimer et honorer d'eux, les élever jeunes, les soigner grands, les conseiller, les consoler, leur rendre la vie agréable et douce. Voilà les devoirs des femmes de tous les temps et ce qu'on doit leur apprendre dès l'enfance. »
Kate Millett, qui est devenue un grand leader des féministes américaines, disait « Venant d'un homme qui a tant contribué à la Révolution française, les sentiments de Rousseau à l'égard de l'éducation souhaitable pour les femmes étaient aussi réactionnaires que largement écoutés, malheureusement. Il mettait l'accent sur la vertu, terme mielleux qui signifiait obéissance, servilité et inhibition sexuelle dangereusement proche de la frigidité. C'est en 1929 que le Canada nous a reconnus, nous les femmes, comme des personnes. En 1940, on a eu le droit de vote. Je ne vous ferai pas toute l'historique du chemin qu'on a dû faire pour arriver à déclarer que notre corps nous appartient. Et c'est encore à ces droits-là qu'on fait atteindre quand on nous donne des électrochocs. Au Québec, la Révolution tranquille établira la séparation de l'Église et de l'État dans toute la structure parapublique et publique. L'école devient mixte. La laïcité voit le jour en même temps que le mouvement féministe pour la libération des femmes, parce que la laïcité, il ne faut pas l'oublier, est aussi un combat de femmes. Les droits des femmes peuvent progresser là où les libertés de conscience et de choix sont garanties. Alors, je ne vous parlerai pas du livre de Jean-Charles Pagé, qui n'est pas mon cousin, là, qui a écrit Les Fous au secours, mais qui a mis la fin à l'institutionnalisation des personnes ayant des problématiques de santé mentale. Il y a eu la marche du pain et des roses qui a mis en avant et qui a essayé de défendre la question de la fin de la pauvreté pour les femmes en mettant toutes sortes d'institutions pour nous aider, changer des lois et surtout faire cesser la violence faite aux femmes. On se retrouve en 2015 suite à toutes les hashtags MeToo, toutes ces choses où les femmes individuellement ont écrit dans le fond de leur cuisine « agression non dénoncée ». Les femmes dénoncent toutes sortes d'abus sexistes. C'est pas toujours criminel, mais c'est toujours des marques de domination non appropriées. Et c'est à ça qu'on dit « c'est assez ». C'est assez! Pourquoi avoir imaginé ou inventé les électrochocs comme soins? Pourquoi des gestes comme ceux-là en psychiatrie? Pourquoi les gestes violents que sont les électrochocs faits aux femmes et à tant de femmes âgées? Pourquoi elles acceptent de recevoir des traitements dégradants, violents? Que se passe-t-il entre la patiente et son médecin? Pourquoi est-elle une telle distorsion entre le consentement libre et éclairé, supposément, entre les hommes et chez les femmes, puisque c'est nous qui en avons le plus d'électrochocs? Il a bien fallu qu'on accepte. Peut-être que c'est la souffrance qui durait depuis trop longtemps. Peut-être que la personne était trop médicamentée, qu'elle ne se reconnaissait plus. Exactement. Oui. La guerre. Ils la veulent, ils vont l'avoir. Regardez. Regardez, soldats. La souffrance trop longtemps. Eh bien, je dis, puis elles ne voient plus le bout de leur plan d'intervention. Finalement, elles consentent. Sinon, c'est des abus de pouvoir et ces électrochocs administrés contre la volonté de la patiente constituent une violation claire de son autonomie et de l'intégrité de la personne. Est-ce que ces traitements leur sont imposés par ordonnance judiciaire ou les femmes consentent-elles plus facilement devant l'autorité médicale? Bon, la socialisation des filles, oui, peut-être qu'il y a une partie d'affaires là-dedans. Martine Delvaux disait qu'on était élevés à tolérer, à penser toujours qu'il y a peut-être une erreur, ou bien il n'y a pas de mauvaise intention derrière ça. Nous doutons de ce que nous vivons. On a appris aux femmes à être gentilles, à tolérer et à douter. Par ailleurs, la plupart des femmes de 76 ans, 65 ans, là, toutes ces femmes-là, ils ont travaillé, ils ont étudié, ils ont eu des familles peut-être monoparentales, ils ont été des proches aidants. Enfin, je ne vous décrirai pas tout ce qu'on a fait, mais je vous dirais, par exemple, ils ont mis les garderies sur pied, ils ont mis les maisons d'hébergement pour femmes violentées sur pied, ils ont dépensé beaucoup, beaucoup d'énergie à penser autrement, à convaincre leur société de penser autrement, à réinventer leur monde intime à elles-mêmes. Mais c'était exigeant, ça. Certaines ont perdu pied. La médecine propose que la médication. On parle d'une époque, situation catastrophique de surconsommation d'antidépresseurs et de marasme d'une psychiatrie dominée à travers le DSM par l'industrie pharmaceutique. Une psychiatrie devenue une technique de contrôle et de normalisation de comportement ou tempérament conçue comme déviant par rapport aux standards économiques néolibéraux en vigueur ou aux représentations sociétales qu'ils déterminent. Le ministre Barrette, il a offert 35 millions, disait-il, pour qu'on ait de la psychothérapie.
mais il faut aller dans le secteur privé. Puis, bon, peut-être que c'est bon parce qu'il répond aux problèmes de suicide chez les jeunes ou encore aux victimes d'agressions sexuelles, mais au total, ça donne 2 entrevues par année pour une population ciblée d'à peu près 240 000 personnes. Pour avoir accès à ces rencontres-là, il faut passer par un médecin, ça fait le chick-chick, être référé à la RAMQ, puis c'est pas l'organisme le plus transparent, ça, la RAMQ. D'autre part, moi, dans les Laurentides, la PTS dit qu'en 2015, le CIS des Laurentides a retranché 1,8 million aux services en santé mentale de la région. En santé, les hommes dirigent, et la recherche et la direction des soins. Les femmes occupent en santé 82% des effectifs des personnes qui travaillent. La participation des femmes au secteur de santé se bute à une importante hiérarchisation, faisant en sorte qu'elles sont peu présentes au sein des postes de direction et une proportion est encore plus basse dans les hôpitaux universitaires de prestige à fort coefficient de recherche. Alors, quand on veut changer les choses, puis qu'on n'a pas de contrôle, on n'a pas la possibilité de prendre parole, alors qu'elles deviennent majoritaires en médecine, en dentisterie, en pharmacologie, il y a vraiment un établissement du mal à la direction de nos entreprises de santé, alors que nous sommes majoritaires et les femmes, on dit que c'est un plafond de verre. Bon, alors on va faire avec le plafond. Et bien, les rémunérations aussi, un écart de 26%. On a parlé des mesures d'austérité. Les mesures d'austérité, c'est pas juste que ça te met dehors puis que ça te coupe du salaire, mais ça fait que ton emploi est perdu, les services auxquels tu n'as plus droit, parce qu'on a coupé des services, et de l'augmentation de la charge familiale que la personne est obligée, la mère, de compenser pour les services éliminés. Alors, la pauvreté des femmes est indissociable de la violence envers les femmes. Les élections approchent, c'est le temps d'obliger les partis à se prononcer. Il faut talonner tous les gouvernements, les classes politiques, les partis, leur rappeler leurs obligations et responsabilités envers toutes les femmes violentées, dit Viviane Michel, de Femmes autochtones du Québec. Et maintenant, c'est assez. Il faut informer nos milieux, nos proches, pour que deviennent intolérables ces électrochocs subis massivement par des femmes âgées, nos mamies, et que ce soit dénoncé comme autant de gestes misogynes de contrôle social. On ne parle plus de traitement, on parle d'un outil de torture. Yeah. La société n'avance pas. La société n'avance pas si on ne provoque pas les choses. C'est en tant que mamie que je vous invite à le faire. Une mamie fait attention à celles et à ceux qui suivent. Elle doit transmettre les leçons apprises pour les générations futures. Par amour, je l'ai fait en passant à Jeanne Vinette, ma mère. Merci. Merci.